Il existe un organisme qui vit dans votre jardin en ce moment même et qui brise toutes les règles de la biologie moderne. Il n'a pas de racines, il n'a pas de feuilles, il ne nécessite ni terre, ni engrais, et absolument aucun soin particulier. Pourtant, dans les bonnes conditions, cette plante microscopique accomplit quelque chose qui semble biologiquement impossible. Elle double sa masse totale toutes les 16 à 24 heures. Prenez un instant pour y réfléchir sérieusement. 1 kilo devient 2 kilos dès demain, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8, et ainsi de suite. C'est une machine biologique perpétuelle, un réacteur végétal qui surpasse le soja dans un rapport de 10:1 et crée des protéines de manière plus efficace que n'importe quel bétail sur cette planète. Mais on vous a conditionné pour la haïr. Actuellement, des associations de propriétaires à travers le monde dépensent des fortunes pour empoisonner cette plante. Ils la qualifient de nuisance aquatique de premier ordre. Ils ont mis au point des armes chimiques spécifiques, comme la fluoridone, juste pour l'éradiquer totalement de la surface de l'eau. Ils ont créé une industrie de 650 millions de dollars dédiée uniquement à sa destruction systématique. Et voici l'ironie ultime. Alors que nous l'empoisonnons ici sur Terre, la considérant comme une peste verte, les ingénieurs de la NASA la cultivent actuellement dans la Station spatiale internationale comme l'avenir de la survie humaine sur Mars. Pourquoi la source de nourriture la plus efficace au monde est-elle traitée comme une maladie? Pourquoi veulent-ils que vous perceviez l'abondance comme une infestation? La réponse va changer radicalement votre regard sur l'eau pour toujours. Bienvenue dans la nature reconquise, là où la vérité pousse à l'état sauvage. Pour comprendre la guerre moderne menée contre cette plante, nous devons d'abord voyager dans le temps, à une époque antérieure aux brevets chimiques et aux monocultures industrielles. Nous devons revenir au temps où l'abondance de la nature était vénérée, et non éradiquée. Les archives s'ouvrent dans les villages ruraux du nord de la Thaïlande et du Laos. Ici, l'eau ne reflète pas le ciel comme un miroir mort. Elle est vivante. Elle est d'un vert néon vibrant. Si vous regardez de près, vous verrez des grands-mères s'avancer dans les étangs, non pas avec des combinaisons de protection et des pulvérisateurs, mais avec de fins filets à mailles. Elles ne nettoient pas l'eau, elles récoltent. Elles effleurent doucement la surface, collectant des millions de minuscules sphères vertes sans racines. Elles appellent cela le kinam, les œufs de l'eau. Depuis des générations, bien avant que la science moderne ne puisse analyser les profils d'acides aminés, ces communautés ont compris une vérité simple. Lorsque la récolte de riz échouait ou que le gibier se faisait rare, l'eau verte les maintenait en vie. Elle lavait ces minuscules sphères et les cuisinait dans des soupes ou des currys, débloquant une source de protéines qui ne nécessitait aucune terre pour pousser et aucun sang à verser. Elles n'avaient pas besoin d'un laboratoire pour leur dire que c'était précieux. Leur survie en était la preuve irréfutable. Ce respect pour l'eau verte résonne à travers l'histoire. 300 ans avant Jésus-Christ, le botaniste grec Théophraste a documenté cette plante dans ses recherches botaniques. Il l'a nommée lemna. Il ne l'a pas classée comme un déchet ou un débris. Il l'a reconnue comme une entité aquatique complexe et distincte, digne d'étude. Vous connaissez cette plante sous un nom différent. Vous la connaissez sous le nom de lentille d'eau. Mais avant d'être la lentille d'eau, elle était un remède. Voyagez plus à l'est, vers la dynastie Han en Chine, il y a 2000 ans. Les textes médicaux anciens ne répertoriaient pas cette plante comme une nuisance à retirer des jardins impériaux. Ils la répertoriaient comme un médicament. Les médecins la prescrivaient pour réduire les fièvres et traiter l'inflammation, comprenant intuitivement qu'une plante née d'une eau calme et fraîche portait en elle le pouvoir d'équilibrer la chaleur du corps. Même les moines bouddhistes de l'Inde ancienne, cherchant la voie de l'ascétisme, se tournaient vers cette plante. Pour eux, ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était un symbole de pureté spirituelle. C'était la forme de vie la plus simple, ne demandant rien, ne prenant aucune place, et pourtant
fournissant tout ce qui était nécessaire pour soutenir le corps. La consommer était un acte d'harmonie, un rejet de la violence et de l'agriculture complexe. Ce n'étaient pas des peuples primitifs mangeant des ordures par désespoir. C'étaient des civilisations sophistiquées qui ont bâti des pyramides, cartographié les étoiles et compris l'agriculture mieux que la plupart des agriculteurs modernes. Ils voyaient cette plante pour ce qu'elle était réellement, un cadeau. Ils regardaient un étang couvert de verre et y voyaient une récolte. Aujourd'hui, nous regardons le même étang et nous y voyons une scène de crime qui doit être aseptisée. Alors, quand avons-nous perdu notre chemin? Quand les œufs de l'eau sont-ils devenus de la mousse d'étang? Cette sagesse ancienne, cette vérité simple d'une subsistance sans limite, a inévitablement heurté l'ambition implacable d'un empire moderne, l'empire du contrôle. Pour trouver le moment où nous avons déclaré la guerre à la nature, nous devons regarder l'explosion de l'après-guerre dans les années 1950. C'était l'ère des banlieues, de la pelouse impeccablement tondue et du terrain de golf. Une nouvelle esthétique a été vendue au public, l'idée que la nature doit être stérile pour être belle. Un étang sain a été redéfini. Ce n'était plus un écosystème vivant grouillant d'activité biologique. On s'attendait à ce qu'il soit un miroir chimique bleu, mort et immobile, ne reflétant que l'ego du propriétaire. Dans ce nouveau monde, la lentille d'eau a commis le crime ultime. Elle était désordonnée, elle était incontrôlable, et pire que tout, elle était gratuite. Les promoteurs immobiliers et les associations de propriétaires ont commencé à militariser le langage. Ils ne l'ont pas appelé une source de nourriture, ils l'ont marqué avec des termes conçus pour déclencher le dégoût. Peste verte, écume de mare, mauvaise herbe nuisible. Ce n'était pas seulement un changement de vocabulaire. C'était le début d'un cycle hautement rentable, entré dans l'industrie chimique. En classant cette plante hyperproductive comme une nuisance aquatique, ils ont créé un marché là où il n'en existait aucun. Ils ont conçu des herbicides avec des noms qui ressemblent à des opérations militaires, diquat, fluridone, flumioxazine. Ce ne sont pas de simples savons, ce sont des perturbateurs métaboliques conçus pour éteindre la force vitale d'une plante au niveau cellulaire. Et voici le point de bascule que vous devez retenir. L'essor de l'industrie commerciale de la gestion aquatique, aujourd'hui évaluée à plus de 650 millions de dollars par an. C'est un demi-milliard de dollars dépensés annuellement, non pas pour faire pousser de la nourriture, mais pour la détruire. Mais le terrier du lapin est encore plus profond. Il ne s'agit pas seulement de vendre du poison, il s'agit de créer une boucle de rétroaction infinie et perverse. Tout commence avec l'agriculture industrielle. Des fermes massives pulvérisent des tonnes d'engrais azotés et phosphorés sur le maïs et le soja. Ce ruissellement se déverse dans nos cours d'eau, créant une surcharge toxique de nutriments. La nature, dans son intelligence infinie, répond. La lentille d'eau fleurit de manière explosive. Pourquoi? Parce qu'elle est un hyperaccumulateur. Elle essaie de sauver l'eau. Elle absorbe rapidement cet azote et ce phosphore toxique, les emprisonnant dans ses tissus, nettoyant ainsi l'écosystème. Mais le propriétaire voit cette éruption verte et panique. Il achète l'herbicide, il pulvérise l'étang, la lentille d'eau meurt et coule au fond. En pourrissant, elle libère tous ses nutriments à nouveau dans l'eau. L'eau redevient toxique. Alors, que se passe-t-il quelques semaines plus tard? Une autre floraison, une autre panique, une autre vente pour l'entreprise chimique. Ils vendent l'engrais qui pollue l'eau. Ils vendent le poison pour tuer la plante qui essaie de la nettoyer. Et ils garantissent que le problème ne disparaisse jamais. Ce n'est pas de la gestion de nuisibles, c'est une dépendance manufacturée. Ils ont monétisé la destruction du filtre biologique le plus efficace au monde. Pendant que les géants de la chimie comptaient leurs profits, la science pure découvrait discrètement et inlassablement la vérité. Dans des laboratoires stériles, bien loin des étangs boueux, les chercheurs ont commencé à regarder la lentille d'eau non pas comme une herbe, mais comme une machine,
et ce qu'ils ont trouvé a forcé la science moderne à s'incliner devant la sagesse ancienne. Plus précisément, ils ont analysé la Wolffia globosa, la farine d'eau sans racines. Lorsqu'ils ont placé cette minuscule sphère verte sous le microscope, ils n'ont pas vu une nuisance. Ils ont vu un chef-d'œuvre biologique. Contrairement au maïs ou au soja qui perdent des semaines à faire pousser des racines non comestibles, des tiges épaisses et des cosses lourdes, la Wolffia est d'une perfection minimaliste. Elle n'a pas de racines, elle n'a pas d'écorce, elle est composée à 100% de tissu métabolique. Chaque cellule est dédiée à un seul but, la photosynthèse et la reproduction. C'est pourquoi elle double en 24 heures. Elle contourne l'échafaudage inutile de la biologie classique. C'est de l'énergie comestible pure. Mais les données nutritionnelles sont là où l'histoire passe de l'intéressant au révolutionnaire. Des études récentes, publiées dans les meilleures revues de chimie alimentaire, ont confirmé que la lentille d'eau contient entre 40 et 45% de protéines en pois sec. C'est plus élevé que le soja, c'est plus élevé que le poulet. Mais la quantité de protéines est une chose, la qualité des protéines est le saint Graal. Pendant des décennies, on nous a dit que les plantes sont des protéines incomplètes, qu'il faut combiner le riz et les haricots pour obtenir ce dont on a besoin. La lentille d'eau brise ce mythe. Elle possède un profil complet d'acides aminés, contenant les 9 acides aminés essentiels dans des proportions qui imitent étroitement la viande animale. Et puis, il y a la bombe de la B12. On nous a toujours enseigné que la vitamine B12, cruciale pour le fonctionnement du cerveau, ne se trouve que dans les produits d'origine animale. C'était le talon d'Achille de la survie à base de plantes. Pourtant, des chercheurs de l'Institut Weizmann et de l'Université de Jena ont détecté de la B12 biodisponible dans la Wolffia, spécifiquement cultivée. Laissez cela infuser dans votre esprit. Une plante qui pousse dans un seau d'eau, doublant chaque jour, fournissant le nutriment même que nous pensions devoir tuer des animaux pour obtenir. C'est pourquoi la NASA et l'Agence spatiale européenne en sont obsédées. En novembre 2023, la société de biotechnologie Green Onyx a envoyé de la lentille d'eau vers la Station spatiale internationale lors de la mission SpaceX CRS-29. Ils ne font pas pousser de la laitue pour les astronautes. La laitue, c'est surtout de l'eau et du croquant. Ils cultivent la lentille d'eau parce que c'est le seul organisme sur Terre assez rapide et assez dense en nutriments pour soutenir un équipage lors d'une mission de 3 ans vers Mars. L'ironie est insupportable. Sur Terre, nous la traitons comme une peste. Nous l'empoisonnons pour protéger la valeur des propriétés immobilières. Dans l'espace, nous la traitons comme le Saint Graal. Nous la cultivons pour protéger la vie humaine. C'est la même plante. La seule différence est que dans l'espace, il n'y a pas de lobby chimique pour vous vendre des herbicides. Il n'y a que la logique brutale de la survie. Et dans la logique de la survie, la lentille d'eau est reine. Alors, comment reconquérir ce pouvoir? Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire, et vous n'avez certainement pas besoin de la permission de Monsanto. Vous pouvez construire un réacteur à protéines dans votre jardin avec rien de plus qu'un bac en plastique, de l'eau propre et du soleil. Mais avant de vous précipiter vers le fossé le plus proche, un avertissement est nécessaire. La lentille d'eau est un hyperaccumulateur. Elle absorbe tout ce qui se trouve dans l'eau. Si elle pousse dans un fossé de ruissellement pollué, elle sera toxique. Pour reconquérir ce pouvoir, vous devez contrôler la source. Commencez par un récipient propre. Utilisez de l'eau déchlorée. Introduisez une culture de départ de Wolffia globosa ou de Lemna minor provenant d'une source fiable. Nourrissez-la avec une petite quantité de thé de compost organique ou de nutriments hydroponiques. Ensuite, reculez et observez le bug biologique se produire sous vos yeux. En 24 heures, votre récolte commencera. Vous pouvez l'écumer quotidiennement, rincez-la soigneusement. Ce que vous avez dans la main, ce sont des protéines vivantes et fraîches.
Cela a le goût du cresson ou d'un épinard doux. Vous pouvez le mixer dans un smoothie vert qui contient plus de nutriments qu'un steak. Vous pouvez le sécher en une poudre qui se conserve pendant des années. La ration de survie ultime. Vous pouvez en nourrir vos poules ou vos poissons, éliminant ainsi votre dépendance aux aliments commerciaux coûteux. En faisant cela, vous faites plus que du simple jardinage. Vous brisez la chaîne de la dépendance. Chaque kilo de lentilles d'eau que vous cultivez est un kilo de protéines que vous n'avez pas acheté au système industriel. Chaque fois que vous récoltez dans votre propre bac, vous votez contre les monocultures qui détruisent notre sol. Vous vous rendez plus difficile à affamer, plus difficile à contrôler et plus difficile à égarer. L'industrie alimentaire compte sur votre ignorance. Il compte sur le fait que vous croyez que la nourriture provient d'une usine, emballée dans du plastique, expédiée à travers les océans. Il compte sur le fait que vous croyez que la nature est rare et difficile. La lentille d'eau leur donne tort. La nature est abondante. La nature est rapide. Et la nature attend que vous arrêtiez de la combattre. Alors, la prochaine fois que vous verrez un étang couvert d'une couverture verte vibrante, ne vous détournez pas de dégoût. Regardez de plus près. Ce n'est pas une mauvaise herbe, ce n'est pas une nuisance. C'est l'aliment qui se régénère le plus rapidement sur Terre. Et il attend patiemment que vous vous réveilliez enfin. La connaissance n'est pas perdue, elle attend simplement d'être reconquise. Bienvenue dans la résistance.